Et là, on avait vraiment un souhait des acteurs de santé impliqués dans le réseau breton de la transition écologique, pour que ce webinaire, puisse, se tenir et être un 1er pas dans l'acculturation des acteurs. Et puis le deuxième objectif, c'est soutenir les professionnels de santé dans l'appropriation des outils de prévention. Donc il s'agit autant de contribuer finalement à préserver la biodiversité, s'adapter aux effets du changement climatique, que de développer aussi l'éducation à la santé auprès des patients, en agissant sur les facteurs environnementaux et les modes de vie. Donc on aura vraiment ces 2 volets, dans ce webinaire, avec aussi comme fil conducteur l'approche One Health qui vise à prendre en compte, de manière intégrée la santé des personnes, des animaux et des écosystèmes. Donc je voulais remercier pour commencer, donc les organisateurs, hein, donc le GCS Achat Santé Bretagne, qui comme Frédéric disait, l'ARS l'a missionné pour assurer, la coordination de la transition écologique en santé en Bretagne. Remercier aussi, Promotion Santé Bretagne, donc Hervé Strelka et l'Union régionale des CPIE, Marie Lecoz. Donc ça fait partie des acteurs avec lesquels l'ARS travaille, le sujet de la promotion des effets positifs, de la nature sur la santé, qui est un axe fort du plan régional santé-environnement. Merci aussi aux intervenants, donc Jordi Stéphan, Blandine Melouette et Camille, Le Talbodec. Et on espère qu'à l'issue de ce webinaire, ben, vous en saurez, plus finalement sur les liens entre la nature et la santé, et que ça aura pu être illustré par des actions concrètes qui peuvent être, menées, en particulier par les acteurs de santé. Je voulais terminer par 2 petites informations. Donc, la première, c'est que ce webinaire sera suivi d'un chantier qu'on va engager l'année prochaine sur ce sujet, nature et santé pour, co-construire notre, stratégie d'intervention et en tout cas l'ARS est intéressée pour y réfléchir avec vous. Et puis deuxième information, l'ARS, s'est associée cette année, aux trophées nationaux des jardins d'Hippocrate qui sont portés par l'association Biodivers Santé. Ces trophées récompensent les initiatives des établissements de santé et des maisons de retraite, qui favorisent le lien entre la nature et la santé, soit au travers des aménagements, soit au travers de leurs pratiques, de soins. Et il y a un temps fort qui est prévu, mardi prochain, à l'École des hautes études en santé publique avec des conférences et puis la remise des prix, avec pour la première fois cette année donc un prix breton. Donc on va vous remettre, le programme, et le lien dans le chat, si vous êtes disponible et intéressé, n'hésitez pas à vous inscrire. Voilà, je vous remercie, puis je laisse la parole donc aux intervenants pour ce webinaire très intéressant. Hop, hop. Oui, avec le micro, ça marche mieux. Merci Anne pour cette introduction. Et je ne vais pas traîner davantage, simplement dire que nous sommes 3 sur cette organisation de webinaire avec Hervé Strilka de Promotion Santé Bretagne et Marie Lecoz à l'URCPIE. Donc, on vous propose, si vous le souhaitez, poser des questions dans le chat, de les prendre à l'issue de la présentation de chaque personne. Et ce sera plus simple comme cela. Donc, je laisse la parole à Jordi Stéphan qui va se présenter et nous faire une petite présentation sur l'influence de la nature sur la santé. Merci. Bien, bonjour à tous. Moi, je suis Jordi Stéphan, donc je suis psychologue, docteur en psychologie sociale à Scoria et j'ai fait ma thèse de doctorat sur l'influence de la nature sur la santé. Je vais vous présenter quelques résultats qu'on a conduits et un point sur la littérature sur ces questions-là. Petit point d'introduction qui est important. Je ne présente que des articles qui ont été publiés et validés dans des revues internationales en psychologie ou en médecine. Je ne parlerai ni de mon ressenti ni de ce que je crois. Mon approche de la science, c'est une approche assez traditionnelle, entre guillemets. C'est vraiment la charge de la preuve. Donc tout ce que je vais montrer est issu de la littérature et pas de croyances. Donc, je vais présenter ça sous la forme de gradient, c'est-à-dire qu'on va partir d'une immersion totale à qu'est-ce qui se passe quand je vais dans la nature, en forêt, dans un parc. Qu'est-ce qui se passe quand je ne peux pas aller dans ces endroits-là, mais que j'ai de la nature qui entoure soit mon lieu de travail, soit mon lieu de vie. Un troisième gradient qui est un peu moins, parce qu'on est sur une force d'exposition, entre guillemets. Qu'est-ce qui se passe quand je fais rentrer de la nature en intérieur? Et un dernier gradient un peu plus surprenant peut-être, c'est la représentation de la nature. C'est qu'est-ce qui se passe quand je passe par un médium? Ensuite, on fera un bilan et je vous montrerai les travaux qu'on a réalisés, pourquoi on les a réalisés, etc.
Je sais, du coup, j'ai peu l'habitude, mais que dans l'assistance, il y a des médecins ou des professionnels de santé. Donc, je vais faire quelques raccourcis parce que tout le monde ne l'est pas. Et donc, je vais peut-être dire un petit peu des bêtises, mais qui sont contrôlées. Si vraiment il y a une grosse bêtise, vous me le direz à la fin. On va partir donc, quand on parle de la santé, mais c'est bien de se le redire. Mais bon, il n'y a que des professionnels ou des gens très proches de ça. C'est pas une absence de maladie, hein, c'est vraiment un complet bien-être. Donc, j'aime bien, moi, l'OMS 46. Je trouve que ça explique bien le concept de santé au sens large. Donc, en immersion. Là, en fait, on va apprendre, c'est une étude qui a été réalisée par une équipe qui est au Japon. Et en fait, les gens vont se promener soit 15 minutes en forêt, soit 15 minutes en ville. Évidemment, ces mêmes types de personnes et toutes les études que je vais présenter sont construites un petit peu sur le même principe. On prend un groupe qu'on va immerger en nature, un groupe qui va être en condition, ce que je vais appeler contrôle, donc typiquement en ville, où on va faire une mesure avant-après. Et on va comparer ces deux groupes et par des méthodes statistiques, on va comparer s'il y a une différence significative. Et si différence significative il y a, c'est bien qu'il y ait un même effet. Et avec l'idée que de toute chose étant égale par ailleurs, c'est même type de profil, c'est s'il y avait tant d'hommes, tant de femmes, tant de profils, tel âge, ça sera les mêmes cas dans les mêmes conditions pour que la seule chose qui ait changé, ce soit bien juste la nature et pas autre chose. Donc là, on fait 15 minutes de marche en forêt. On se rend compte qu'il y a une influence sur l'humeur, augmentation des humeurs positives, diminution des humeurs négatives, baisse de l'anxiété, baisse de la colère, une baisse de la fatigue, augmentation de la vigueur et un score de perturbation d'humeur qui est plus faible. Typiquement, dans la journée, on a des variations euh, positives et négatives sur l'humeur. Là, a priori, ça permet de stabiliser ces éléments. La plupart des études mesurent par des questionnaires, mais ces questionnaires, en fait, sont très fortement corrélés avec des mesures plus physiologiques. Il y en a quelques-unes, mais c'est tellement coûteux à mettre en place que souvent, ça c'est pas fait. La corrélation est tellement bonne que, par exemple, pour l'anxiété, on pourrait faire des mesures de cortisol, etc. Mais les questionnaires qui sont utilisés, c'est des questionnaires qui sont validés internationalement et qui produisent des résultats très proches. La corrélation n'est pas à 100%, ça n'existe pas évidemment, mais très proche. Si juste quelqu'un pouvait couper son micro, je ne sais pas qui, mais j'ai un retour de micro qui est... Voilà, si c'était possible, ce serait sympa, merci. Donc là, c'est 15 minutes de marche. Et on se rend compte qu'en fait, le fait de juste d'être assis et de regarder la nature a produit ces mêmes effets. Donc juste assis sur une chaise, donc typiquement, on peut penser derrière à des personnes âgées qui auraient une difficulté à se déplacer. Juste le fait d'être assis produit ces mêmes effets. Une autre étude qui a été faite, donc là on va prendre le groupe avant, on va faire des mesures, il va marcher 2 heures en forêt, ce qu'on va appeler un bain de forêt, ça a été la mode il y a quelques années. Alors, désolé, mon japonais n'est pas parfait, c'est le Shinryoku, qui est le bain de forêt, et en fait des espèces de prescriptions de bain de forêt. Et en fait là, l'idée de Lee en 2010, c'est de dire on va tester avec les approches scientifiques actuelles, quels effets ça peut produire. Donc, on mesure avant, on mesure après, et là, on va faire des prélèvements. Qu'est-ce qui se passe? Donc, il y a une hausse d'environ 10% des natural killers. Alors, je dis tout. Je suis désolé pour les professionnels de santé, ça va irriter les oreilles, mais c'est grosso modo les défenses immunitaires. Cet effet, il perdure pendant 7 jours significativement. Après 30 jours, il faut 30 jours pour retourner à son niveau basal. Et on se rend compte aussi qu'il y a une concentration d'adrénaline qui est plus faible dans les urines. Et l'adrénaline, c'est un frein à l'activité immunitaire. Donc, on se rend compte que scientifiquement, on est capable de prouver qu'il y a bien un effet positif, thérapeutique, entre guillemets, des bains de forêt ou des Shinryoku, comme on peut trouver au Japon. L'équipe de Lee est également au Japon. Donc, vous voyez, ça fait 2 études qui sont situées là-bas. Une autre étude qui a été faite, donc là, toutes les photos que je mets pour illustrer, c'est les photos qui sont issues des articles. L'idée, c'est vraiment vous montrer comment ils ont travaillé. Donc, quelquefois, la qualité est moindre, mais la source est sûre. Donc là, on va faire la même chose, marche en forêt, marche en ville.
pareil, quand on marche, on mesure que le dénivelé de la ville est le même que le dénivelé de la forêt, que la pression atmosphérique est la même, que la température, que la météo est la même, toutes choses étant égales par ailleurs. Donc là, on voit qu'il y a une baisse de la pression systolique, un rythme cardiaque qui est plus bas, avec en moyenne 5 pulsations minutes en moins, un meilleur confort psychologique et on est plus apaisé. Je vous ai mis les échelles pour vous rendre compte de la puissance des effets, parce que c'est des échelles là qui vont de -4 à +4, et là on a par exemple sur le confort psychologique +4,8. On est plus reposé, moins anxieux, et par exemple pour l'anxiété, on est quasiment à 20 points sur une échelle de 80, donc c'est un quart de moins que ce qui est mesurable. Toujours l'équipe de Park et ses associés, donc on est toujours au Japon, et on montre et on continue à montrer qu'on a bien des effets de la nature sur la santé. Là, c'est quelque chose qui a été fait avec des enfants qui ont été diagnostiqués avec un trouble du déficit attentionnel. Donc, on voit que quand il y a une immersion en nature, c'est des enfants qui prennent un traitement hein, pour ce déficit attentionnel. Donc, il y a bien une hausse de l'attention. Là, ce que je vais dire, et je le dis toujours, mais là d'autant plus, il y a un effet qui est presque équivalent au traitement médicamenteux, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre le traitement, mais statistiquement, sur la puissance des effets, on obtient des choses qui sont assez similaires. Et on se rend compte que le score d'attention, il est quasiment normal quand on a le traitement médicamenteux avec le bain de forêt en plus. C'est-à-dire que sur les ressources attentionnelles, mais on y reviendra sur les ressources attentionnelles quand j'expliquerai d'où viennent ces effets. Et en fait, on se rend compte que c'est un moyen de traiter avec la nature les effets, enfin les troubles de l'attention, mais je reste, et c'est très important, ça ne vient pas remplacer le traitement médical. Et pourquoi je montre aussi cette étude, c'est que ça a été fait sur des enfants, et en fait, tout ce que je vais vous dire sur tous les travaux qui ont été réalisés, ils sont vrais sur de la naissance jusqu'à la mort. En fait, tous les travaux ne montrent ni d'effet d'âge, ni d'effet de sexe. Donc du coup, voilà, c'est parce qu'on peut vite entendre l'idée que les jeunes sont déconnectés ou qu'ils ne sont pas intéressés à la nature. Ils ne sont peut-être pas intéressés en soi à la nature, mais ils ont quand même les effets positifs. Là, on va comparer des gens en ville, donc ça on l'a déjà vu, avec des gens en forêt. Ça, je vous l'ai déjà montré. La subtilité qu'on va se poser, c'est est-ce qu'un parc de ville produit les mêmes effets que la forêt? Typiquement, on va comparer 3 groupes. Un groupe qui est en ville, un groupe qui est dans un parc de ville avec le goudron, on voit les bancs derrière, etc. Et un groupe qui est en pleine forêt. Là, ça a été utilisé, je ne vais pas montrer, parce que mon temps est court, donc l'idée, c'est juste que vous compreniez l'idée. Là, c'est sur les émotions positives. Pour ceux qui maîtrisent ou qui connaissent, ça a été fait par le PANAS. Et en fait, qu'est-ce qu'on observe? Le noir que vous voyez, je peux prendre un pointeur, je pense. Ah, voilà. Pointeur. Le noir qu'on voit là, en fait, c'est les émotions positives. Plus le temps avance en ville, plus mes émotions positives diminuent. Le vert foncé, là, c'est en forêt. Bon, ça, on pouvait s'y attendre et ça a déjà été montré. Plus le temps passe, plus les émotions positives augmentent. Et on se rend compte que le vert clair, c'est la même chose. Là, il y a une légère différence visuelle, mais statistiquement, il n'y a pas de différence. Donc, ce qui veut dire que ça produit les mêmes effets que vous alliez dans une forêt ou dans un parc de ville. Donc, on commence à mieux maîtriser les travaux. Donc, on se rend compte qu'il y a bien un effet parc ou forêt, c'est la même chose. Là, ce que vous voyez, c'est un jardin qui a été construit au milieu d'un hôpital. Donc, en fait, et un hôpital qui reçoit des enfants. Ça a été fait aux États-Unis, si je ne dis pas de bêtises, oui. Et du coup, on va descendre les enfants qui peuvent évidemment être descendus. On va les descendre régulièrement au sein de ce parc. On va observer quoi? Baisse de l'anxiété chez les enfants, une baisse de la tristesse, baisse de la colère, baisse de l'inquiétude et baisse du niveau de douleur. Donc ça, c'est le premier effet qu'on va mesurer. On mesure en fait un deuxième effet, c'est qu'on se rend compte que les parents et la famille qui vient visiter l'enfant a aussi une baisse de l'anxiété, baisse de la tristesse, baisse de la colère et de l'inquiétude.
pas sur le niveau de douleur, puisqu'ils ne sont pas supposés avoir un niveau de douleur plus important, mais on se rend compte qu'il y a bien cet effet-là. Et il y a un troisième effet qui a été mesuré par les auteurs. On se rend compte qu'en fait, sur le personnel hospitalier, on a ces mêmes effets sur l'anxiété, la tristesse, la colère et l'inquiétude. Ce qui est logique, puisque le personnel va amener les enfants, c'est eux qui vont les descendre, donc ils vont être immergés en nature, donc ils vont potentiellement avoir ces effets. Donc, j'ai fini mon gradient 1, il y aura encore plein de travaux qui vont recouper, qui vont être plus fins sur ce qu'on pourrait montrer. L'idée, c'est de vous faire un espèce de diaporama dans le temps que j'ai, parce que sinon Hervé va venir me rappeler que je dépasse, donc je vais essayer d'avancer. On va aller sur le gradient 2, et il y aura un temps de questions si après vous voulez que je revienne sur des précisions. Le gradient 2, c'est je ne vais pas en forêt, ni en parc, mais en fait j'ai de la nature au travers de ma fenêtre, pour faire simple. Là, c'est une étude qui a été faite par Mas et associés. Il y en a plusieurs que j'ai concaténées. Là, en fait, ce qu'ils font est assez ingénieux. En fait, ils vont prendre l'adresse des personnes. Ils vont utiliser Google Maps. Ils vont faire un rayon de 3 km autour de l'habitation des personnes. Et en fait, ils vont mesurer un pourcentage d'espace vert. Il y a plein de gradients. Je vais vous montrer les deux extrêmes, parce que ça permet de plus voir les choses. Et ils vont prendre les dossiers médicaux de ces personnes et ils vont comparer s'il y a un effet du lieu sur la santé. Et on se rend compte que oui. Ça a été fait, pour vous donner un ordre d'idée, sur environ 300 000 personnes. Donc, on observe bien qu'il y a une augmentation de la santé ou une baisse de symptômes quand il y a plus de nature autour de chez soi que quand il n'y en a pas. Même équipe qui travaille de la même façon. Donc, il y a un effet, ça a été fait là sur ceux qui connaissent le GHQ 28, je crois, et santé mentale, santé physique. Donc, on a un effet positif, une baisse du stress, augmentation de la cohésion sociale. On se rend compte que quand il y a de la nature, les gens vont plus facilement aller échanger avec les autres. On pourra parler après de charge cognitive, on y reviendra, mais on voit qu'en fait, grosso modo, quand il y a de la nature, ça devient facilement un hub social. Il y a des études qui ont été faites que je ne montre pas là. Par exemple, dans des bars HLM ou choses comme ça, si vous mettez un parc en bas, c'est un lieu où les gens vont facilement se regrouper. Ça va attirer les gens pour se regrouper. Et on voit qu'il y a un effet qui est plus important chez les femmes au foyer et les personnes âgées. Je mets toujours cette précision parce que, en fait, ça veut pas dire que les femmes et les personnes âgées sont plus sensibles, mais vous comprenez bien que si elles sont chez elles, elles sont beaucoup plus chez elles parce que c'est des femmes au foyer ou des personnes âgées. Et donc, s'il y a beaucoup de nature autour d'elles, forcément, elles sont plus exposées, donc elles ont plus d'effets. Une autre étude, désolé pour la qualité des photos, mais ce que je vous disais. Donc là, on va comparer des résidences étudiantes. Donc soit vous avez vu ces hybrides bâtiments avec de la nature, soit pleine nature, soit magnifique parking. Et on va voir en fait ce qui se passe. On se rend compte qu'il y a un plus haut degré de satisfaction du lieu d'habitation, un plus grand sentiment de bien-être, et on se rend compte même que la vue sur l'urbain affecte négativement la satisfaction et le bien-être. Étude qui a été faite aux États-Unis. Une autre étude qui a été réalisée en Angleterre, celle-ci. Donc là, je veux vous accompagner sur la compréhension de cette étude. L'idée, c'est que là, vous allez déménager. La barre, vous voyez, la barre bleue là, qui est latérale, c'est en fait une barre qui symbolise le déménagement. Là, vous habitez ici, donc la première courbe, vous habitez dans du très urbain, donc il y a très peu de verdure, et vous allez déménager vers du vert. Là, vous habitez dans du vert, c'est ce que j'essaie de vous faire comprendre avec les couleurs là, et vous partez vers du très urbain. Qu'est-ce qui se passe? On va mesurer en fait on va utiliser le GHQ, donc questionnaire de santé physique et mentale. On va ensuite vous ramener chacun à taux 0, donc c'est votre niveau basal de santé. Et ensuite, on va vous apprendre que vous déménagez. Au moment où vous apprenez que vous allez déménager vers du plus vert, vous voyez déjà que votre santé augmente. Et vous voyez que c'est l'inverse quand vous allez partir vous êtes dans la nature et que vous allez partir vers du très urbain. Arrive le déménagement, donc qui est la barre bleue, et on voit que la santé est bien meilleure quand vous avez déménagé vers plus de verdure que vers moins de verdure.
puisque là, vous voyez qu'il y a la chute, et pour remonter, pour revenir à son niveau basal, il va falloir quasiment 1 an et demi. Les T, -1, +1, etc. sont à 6 mois. Donc, on se rend compte que aller dans la nature, ça a un effet positif de déménager de traits urbains aux traits verts, entre guillemets. Première étude peut-être qui a été réalisée scientifiquement sur les effets de la nature sur la santé. Donc, vous voyez que c'est assez récent, parce que 1980 en sciences, c'est assez récent. Et en fait, ce que vous voyez là, c'est le schéma d'une prison qui est aux États-Unis. Et en fait, c'est la première étude, c'est Moore en 81, qui va comparer en fait les prisonniers qui ont une cellule qui donne sur l'extérieur, donc qui ont une vue, et la prison est en pleine campagne, versus les prisonniers qui ont une vue intérieure, donc qui ont vue sur la cour intérieure, et donc pas sur la nature. Et ils se rendent compte, donc les chiffres sont pas, je cite pas de chiffres parce qu'ils sont pas très stables là-dessus, mais ils se rendent compte qu'on peut quasiment prédire d'où viennent les gens quand on est à l'infirmerie. Les consommateurs de l'infirmerie de la prison viennent principalement de l'intérieur de la prison, et ceux qui sont à l'extérieur consomment, entre guillemets, beaucoup moins d'infirmerie. C'est ce que je mets là. Une autre étude, et je le dis à chaque fois, mais j'y tiens très fortement, c'est s'il y a une seule étude à retenir de ma présentation, c'est celle-ci. C'est Ulrich en 1984 qui publie dans Science. Donc Science, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'une des plus grandes revues scientifiques du monde. Et en fait, il publie quelque chose, l'article fait à peine 3 pages, et là, c'est le schéma qui met. Donc, c'est des personnes qui vont avoir une ablation de la vésicule biliaire. Donc, même type de patient, même type d'équipe médicale, et ils travaillent pendant 1 an. Et ensuite, la seule chose qui va changer entre les patients, c'est soit ils vont être dans une salle avec vue sur le mur en briques, soit ils vont avoir vue sur le jardin, ce qui est représenté là par le schéma. Et en fait, il va observer le temps d'hospitalisation. Il observe que, en moyenne, donc l'hospitalisation prenait en moyenne une petite semaine, et il se rend compte que quand on a une vue sur le jardin, ça fait baisser de 0,74 jours le temps d'hospitalisation, 3/4 de journée. C'est toujours les chiffres bizarres, mais parce que c'est une moyenne. Et il se rend compte également que la prise d'analgésique est moindre. Donc évidemment, l'opération est douloureuse, évidemment, les gens ont besoin d'antidouleurs, mais ils prennent des dosages moindres et ils prennent moins longtemps. Ils en prennent effectivement, mais dose moins forte et moins longtemps. Et donc, ils montrent ça en 1984 dans Science. C'est vraiment le lancement des recherches avec les critères de la science actuelle sur l'influence de la nature sur la santé. Pareil, je ne vais pas revenir dessus, mais on pourrait présenter bien d'autres choses, mais on se rend compte qu'il y a bien des effets positifs de la nature quand elle est autour d'où on vit, où on réside, ou à l'hôpital, etc. Un autre degré, c'est qu'est-ce qui se passe si je fais rentrer de la nature en intérieur? Là, pareil, c'est toujours un article issu de l'article. Donc là, vous voyez bien la condition contrôle, la chambre d'hôpital classique, et là, la chambre d'hôpital, et vous voyez ici, on voit des plantes qui ont été mises. C'est interdit en France pour plein de bonnes raisons. Là, ça a été fait et c'est possible. Pas le débat que je veux mener, mais on a juste mesuré s'il y avait des effets de rentrée de la nature dans une chambre d'hôpital. On se rend compte que là, c'est une mesure de la pression systolique, donc qui peut être considérée ici comme une mesure de stress. Et en fait, on se rend compte que le jour de la chirurgie et le lendemain de la chirurgie, donc ici, il y a bien une différence significative. On est plus stressé en conditions contrôle, donc qui est le triangle, et quand il y a de la nature, donc des plantes dans la chambre, on est moins stressé. Donc on a bien un effet anti-stress de la nature sur les personnes. Une autre étude qui a été faite en salle de classe, donc là vous voyez, on a mis beaucoup de plantes sur le bord de la classe, donc c'est des enfants de primaire, et on se rend compte que sur les symptômes rapportés, qui sont
petits troubles de santé, entre guillemets, on voit qu'il y a des effets fortement positifs. Donc, ils sont moins fatigués, il y a moins de migraines, il y a moins de rougeur de visage, etc., etc. Et on se rend compte également que le cours est vu comme étant plus intéressant, que la salle est vue comme étant plus confortable, que la qualité de l'air est bien meilleure, alors que la qualité de l'air est exactement la même. Mais c'est ce qu'on appelle en psychologie un effet de halo. Quand on est d'humeur positive, on va juger tout de façon plus positive. Une autre étude qui a été réalisée toujours en classe, donc là, salle de cours classique, donc il n'y a pas de plantes, la condition contrôle, et là, on a mis beaucoup de plantes, et on va mesurer ce qui se passe. Donc toujours issu de l'article, donc on voit que les élèves préfèrent, ils trouvent ça plus confortable et plus amical, entre guillemets, la relation entre les gens est meilleure, donc on voit qu'il y a un effet positif, et il mesure quelque chose d'assez original que j'aime bien. Il se rend compte qu'il y a moins d'absence d'heures pour maladie, donc on passe de 2 heures de 2 heures d'absence de maladie à quasiment 6, et en fait on se rend compte également qu'il y a un nombre de punitions enregistrées qui est moindre, ce qui paraît logique. Si les enseignants sont moins stressés, si les enfants sont moins stressés et moins énervés, la probabilité d'arriver à un conflit qui va amener à une punition est moindre, donc on a bien un effet aussi sur le stress de la nature sur les enfants. Une autre étude qui a été faite en laboratoire pour mesurer vraiment les effets antidouleurs de la nature. Donc là, le protocole est le suivant. Nous, on l'a répliqué à l'université. On vous fait rentrer dans la salle, on vous demande de plonger la main dans de l'eau à 37 degrés. Donc pour l'instant, c'est juste pour être sûr que votre main est bien à 37 degrés, parce que vous savez qu'il y a une variabilité là-dessus. Et ensuite, on va vous demander de tremper la main dans le bac d'à côté. Le bac d'à côté, l'eau est à 5 degrés. J'ai essayé personnellement, puisque je l'ai fait passer à des étudiants. L'idée, c'est de tenir 5 minutes. 5 minutes dans de l'eau à 5 degrés, c'est plutôt assez douloureux. L'idée, c'est de mesurer combien de personnes vont être en capacité de tenir ces 5 minutes, et on va changer l'environnement. Là, en condition contrôle, donc c'est la salle qui est vide, il n'y a rien, mais la réplique qu'on pourrait faire, c'est oui, mais en fait, ce n'est pas le fait d'introduire de la nature qui va avoir un effet, mais une décoration quelconque va produire potentiellement les mêmes effets, puisque la décoration va permettre de détendre les gens, etc. Donc les chercheurs y ont pensé, ils ont mis une décoration, donc une lampe, un tableau, etc. Et évidemment, dans une troisième condition, on va mettre des plantes. Qu'est-ce qu'ils observent? Ils observent que 30% des gens arrivent à résister les 5 minutes, 32%, donc la même chose, il n'y a pas de différence quand il y a de la décoration. On est quasiment à 50% quand il y a de la nature. Donc il y a bien cet effet analgésique, entre guillemets, de la nature. On va passer au 4e gradient qui est peut-être un peu plus surprenant. C'est là on va enlever la vraie nature, entre guillemets, on va passer par un médium. Là, c'est quelque chose qui a été fait sur la température des mains, puisque vous savez qu'en situation de stress, le corps va rapatrier le sang dans le tronc et le haut des jambes pour pouvoir soit se battre, soit fuir. C'est un réflexe archaïque, et du coup, la température des mains, quand on est stressé, le sang repart, donc les extrémités sont plus froides. Là, ce qui se passe, c'est que c'est fait sur un film. Vous regardez un film, et d'un coup, il y a quelque chose qui va vous faire sursauter. Et l'idée, c'est on va voir comment vous récupérez de cet événement stressant. Là, on a ce qu'on va appeler la condition contrôle. Donc, l'événement stressant arrive, c'est le temps 0, et on voit que vous récupérez tranquillement, ce qui est normal. On va comparer avec des vraies plantes, donc c'est les petits points. Donc, on a bien un effet, donc il y a des vraies plantes dans la salle. Donc, vous récupérez beaucoup plus vite. On voit que la température des mains remonte beaucoup plus vite. Et en fait, on va mettre une autre condition, une troisième condition, où ce n'est pas des vraies plantes, mais des photographies de plantes. Et on se rend compte également que ça monte de la même façon et qu'il n'y a pas de différence significative entre les deux. Donc, on a bien le même effet, que la nature soit réelle ou via une photographie, on a bien des effets positifs. Là, c'est une étude qui a été faite à l'hôpital. Donc, vous avez la salle d'attente classique.
Soit vous avez des vraies plantes dans cette salle d'attente, soit vous avez, en fait, les chercheurs ont pris en photographie ces plantes, ont imprimé les photos à la taille réelle des plantes et du coup ont enlevé les vraies plantes et mis au même endroit les photographies de plantes. Là, vous êtes d'accord que, toutes choses étant égales par ailleurs, là, on est parfait. Et on va mesurer différents éléments, le stress et la perception de l'attractivité de la salle d'attente. On observe quoi, en fait? Que ce soit un poster de plantes ou les vraies plantes, en fait, il n'y a aucune différence. On a bien un effet sur la baisse du stress, mais aucune différence que ce soit la photographie ou une vraie plante. Et c'est la même chose sur l'attractivité de la pièce. La pièce est plus attractive qu'il y ait des vraies plantes ou des photographies de ces plantes. Ah, je l'avais ramené là. Voilà. Donner les chiffres en plus gros. La question qui pourrait se poser, c'est est-ce que la taille de la photographie peut avoir un effet? Parce qu'on peut se dire, du coup, oui, c'est peut-être qu'il y avait des traits, il faut une taille minimum pour que ça fonctionne. Donc, des chercheurs ont travaillé avec ces conditions-là. Donc là, c'est une salle de soins prélèvement qui est faite à l'hôpital. Conditions contrôle, il n'y a rien du tout. Une petite photo, une plus grande et une encore plus grande. On va mesurer la qualité des soins et le confort de la salle. Sachant que la qualité des soins est exactement la même puisque c'est la même équipe qui fait le même type de prélèvement, etc., etc. Vous avez bien compris comment ils ont travaillé. Et en fait, on se rend compte de quoi? Que la qualité des soins est jugée meilleure alors que la qualité des soins est identique, qu'il y ait des photographies ou pas. Et il n'y a aucune différence par rapport à la taille de l'image. Et sur le confort de la pièce, c'est la même chose. Donc, on a bien un effet de la nature et de la taille. Il n'y a pas d'effet de taille, il y a bien un effet, du moment qu'il y a la présence d'une image de nature, on a bien un effet positif. Jordi, il nous reste 3 minutes. 3 minutes sur mes 30? Eh ben, Ouais. dis donc, bah, tu vois, je suis au bilan, je suis pas mal. Ah bah alors, super. Du coup, on a le bilan qu'on peut faire, c'est que peu importe le degré d'exposition, on a une baisse du stress, baisse de l'anxiété, baisse de la douleur, une augmentation du bien-être, une augmentation de la conscience de soi, augmentation des émotions et des humeurs positives et diminution des émotions et humeurs négatives, meilleure estime de soi, augmentation des défenses immunitaires, donc une baisse des symptômes, baisse de l'absentéisme et baisse de la fatigue. Comment on peut expliquer ces effets? Il y a 2 grands courants qui viennent expliquer ça. C'est soit l'ART, donc qui est développé par Kaplan 89 et Kaplan 95, en fait, qui disent que la nature, c'est une beauté universelle et elle a la capacité de fascination. Je compare toujours ça aux œuvres de Salvador Dali. Je pense qu'on est d'accord que ça ne fait pas consensus, que c'est une beauté universelle. La nature, a priori, elle a cet effet beauté universelle et tout le monde est assez d'accord. Ce qu'expliquent les auteurs, c'est qu'en fait, s'il y a présence de nature, ça nous permettrait de switcher en fait entre l'événement, soit qui nous fait peur, qui nous stresse, et en fait de récupérer de l'attention qui nous permettrait de lutter contre ce stress. Typiquement, en fait, vous avez un espèce de switch attentionnel entre ce qui se passe et la nature. Et inconsciemment, vous feriez le switch entre les deux, ce qui vous permettrait de récupérer de l'attention et donc de la ressource cognitive pour pouvoir lutter contre le stress ou contre d'autres éléments. Et vous seriez du coup à un niveau de stress plus bas, donc avec les conséquences positives sur la santé qu'on peut imaginer. L'autre théorie qu'on peut, qui explique, donc qui va pas à l'encontre, mais les deux cohabitent, c'est l'approche d'Ulrich, donc qui est un peu plus évolutionniste, qui dit en fait, pour faire très simple, que l'homme il est né dans la nature et que la nature c'est son biome de base. Et en fait, ce n'est pas tant que la nature nous fait du bien, mais le manque de nature serait en fait délétère pour l'homme. Typiquement, ils prennent l'exemple, si vous voulez mettre une girafe au zoo, bah, typiquement, il va falloir recréer son biome de base parce que sinon, elle va refuser de s'alimenter, elle va refuser de se reproduire, elle peut avoir des comportements agressifs ou se laisser mourir.
Donc, s'il faut mettre un peu de sable, certains types d'arbres, un peu d'eau, etc., vous allez reproduire le biome de base de la girafe pour qu'elle se sente bien. Bah, du coup, ils disent que c'est la même chose en fait pour l'être humain. L'être humain, il est né dans la nature, donc c'est son biome de base, et le fait de ne pas être dans la nature, en fait, vient gréver en fait son bien-être global. Et du coup, il pense un peu les choses différemment. C'est pas la nature qui nous fait du bien, mais c'est le manque de nature qui nous fait du mal. Mais les effets sont la même chose, mais ils le pensent différemment. J'aurais d'autres choses à présenter, mais vu que je suis à 30 minutes, je vais m'arrêter là et je pense que je serai pas mal. Parce que nous, on a fait d'autres travaux, mais j'y reviendrai peut-être s'il y a des questions. Voilà. Merci Jordi Stéphan pour le gestion du timing qui est à la minute. Bravo. Il y avait 2 questions dans le chat, notamment sur est-ce que les plantes artificielles sont également efficaces? Et dans la même veine, c'est est-ce qu'un aquarium avec plantes et poissons peut avoir le même effet? Alors, je vais pour la première sur les plantes, aussi surprenant que ça puisse être, sur les plantes artificielles, il n'y a pas d'études à ma connaissance qui ont travaillé ces éléments-là. On peut penser à, parce que maintenant en plus elles ressemblent de plus en plus à de la vraie nature, mais il n'y a pas d'études. On peut, j'ai envie de dire oui, on peut intellectuellement penser que ça fonctionne, mais je ne peux pas vous amener la preuve que ça fonctionne parce que je ne connais pas la littérature. Je n'ai pas vu de littérature passer là-dessus. Sur l'aquarium et les poissons, donc il y a des effets sur les animaux. Là, je suis beaucoup moins spécialiste. Moi, j'ai vraiment travaillé sur la nature plante et aquatique, mais pas en présence d'animaux. Donc, l'eau aura cet effet positif. Est-ce que c'est encore mieux s'il y a des poissons dedans? Je ne pourrais pas répondre parce que je ne sais pas. Théoriquement, ça a pas d'effet délétère. Donc, l'aquarium fonctionne. L'aquarium, si juste une fontaine d'eau, c'est mieux qu'un aquarium, ça, je ne serais pas en capacité de répondre. Je ne sais pas. Là, je ne sais pas. Je continue sur les questions qui sont dans le chat. Y a-t-il une durée minimale d'exposition à la nature pour avoir des effets bénéfiques? Une durée minimale, en fait, c'est une étude que je vais vous représenter ça. En fait, nous, on a fait les travaux parce qu'on s'est posé la question. Et en fait, une étude que je vais vous présenter, tac, 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 voilà, la rapidité des effets. Hop, ça faut que tu reviennes. Faut que je retrouve le webinaire. Il est là. Hop, partager. C'est celui-là. Hop, voilà. Normalement, vous voyez mon diaporama. Donc, la rapidité des effets, en fait, la question qui peut se poser, c'est quel est le degré minimum? Donc, nous, on a fait une étude pour ça, on s'est posé cette question-là. Donc là, pour ceux qui reconnaissent, on est à Lorient, donc en Bretagne. Et on est où se passe le fil, le Festival interceltique de Lorient. L'étude a été faite avant que le parc soit refait, pour ceux qui situent. Donc là, il y a le Palais des Congrès. Là, c'est le bord de mer. Et là, c'est le parc. Il y a un micro qui est ouvert, n'hésitez pas à l'éteindre. Et en fait, l'idée, c'est qu'on va mesurer ça. Vous voyez le carré où on est là? En fait, on a fait 2 traces au sol et en fait, on va mesurer une distance. On va voir en fait les gens qui ont traversé là dans ce sens-là, à quelle vitesse ils marchent ici, et des gens qui ont été exposés à de la ville, hop, et à quelle vitesse ils marchent là. L'idée, c'est que ici, la traversée, il faut moins de 30 secondes quand on marche bien. Donc évidemment, pour l'étude, on a enlevé toutes les personnes chargées avec des enfants en poussette, toutes les personnes âgées qui avaient des difficultés à marcher, etc. Et pendant des jours et des jours, on a enregistré le temps de déambulation. Et en fait, on observe que les gens qui sont passés de la ville et qui passaient sur notre point d'enregistrement versus les gens qui passaient par le parc, il y avait une baisse du temps de marche, donc qui est une mesure de stress. Et en fait, on se rend compte que ça baisse de 0,67 km/h, donc c'est assez énorme sur une moyenne. Donc on a bien une baisse du stress, donc on peut dire que ces effets sont quasiment, entre guillemets, immédiat. Et une autre étude qu'on avait faite, c'était à l'hôpital. Donc là, vous êtes en salle de radiothérapie.
Et en fait, les gens sont exposés. C'est la partie où ils sont entre guillemets traités pour les cancers. Et en fait, le temps d'exposition, il est inférieur à 5 minutes. Et en fait, on a déjà, nous, une baisse de l'anxiété. Quand on met une odeur de nature, on a une baisse de l'anxiété chez ces patients, sachant que le temps dans la salle, il est en moyenne de 3 minutes. Donc, les effets, en fait, pour répondre, ils sont très rapides. Ok, merci. Je continue les questions. Y a-t-il une différence entre la mer et la forêt? Ça aussi, c'est une étude qu'on a fait. En fait, à la base, il n'y avait pas de recherche là-dessus. Donc, nous, on a mené ça dans le cadre de ma thèse de doctorat. Seul petit bémol là-dessus, c'est qu'en fait, on a travaillé que sur des Bretons, parce qu'on était en Bretagne. Et en fait, il y a peut-être un biais là-dessus. La relation à la mer des Bretons n'est pas la même relation que des Parisiens. Donc, nos études montrent que oui, on a les mêmes effets. Il n'y a pas de différence entre nature verte et nature bleue, mais on a travaillé que sur des Bretons. Donc, laisse à penser que oui, je pense que le breton est significatif par rapport à la population nationale, mais ça sera à refaire pour consolider les résultats, mais pas de différence. C'est les mêmes effets positifs de la nature bleue ou de la nature verte. Ok. Le breton, pour moi, est significatif, mais je ne suis pas forcément très objectif sur ça. La notion de silence qui permet de développer les cellules de l'hippocampe, qui améliore la mémorisation, l'apport des chants d'oiseaux, ça n'a pas été évoqué. Non, non, parce que en fait, je n'ai pas. Alors, sur le silence en soi, c'est des variables qui ont été contrôlées quand on va comparer forêt versus ville pour avoir le même niveau de décibels. Après, sur ce qui est produit dans ces endroits, non. Et je n'ai travaillé que sur tout ce qui est non animal, vraiment sur la nature qui va être végétale ou aquatique. Du coup, de la nature sur laquelle l'idée, on ne peut pas interagir avec. Parce que pour moi, par exemple, typiquement, on sait qu'il y a plein d'effets qui sont faits sur les animaux, etc., mais qui sont moins universels parce qu'on peut avoir une relation à l'animal qui est différente et on ne peut pas être spécialiste de tout. Il n'y a que sur BFM TV qu'on est spécialiste de tout. Du coup, moi pas, donc je ne peux pas répondre en fait là-dessus, parce que je me suis vraiment spécialisé là-dessus, donc je pense qu'il y a des effets, mais je ne les maîtrise pas, donc je peux pas complètement répondre à cette question. Ok. Autre question, est-ce que les études tiennent compte du type de plante pour différencier les effets positifs, notamment par exemple sur les plantes allergisantes? Alors, évidemment, ça a été des plantes, entre guillemets, la plupart, c'est des feuillus sans fleurs qui ont été travaillés. Mais en fait, il y a très peu d'équipes en fait internationalement qui travaillent sur ces questions, effets de la nature sur la santé. On pourrait se dire que, mais il y en a vraiment très très peu. Et en fait, on n'est pas à ce niveau de compréhension-là. Typiquement, si vous me demandez la différence entre un chêne et un conifère, je ne sais pas parce que je ne connais pas d'études qui ont travaillé dessus. Est-ce qu'une plante grasse produit les mêmes effets? Je ne peux pas vous répondre non plus puisque les études n'ont pas été faites. En fait, on n'est pas encore à un degré de compréhension suffisamment fine pour ça. Mais typiquement sur les plantes allergisantes, il y a à Lyon, ils avaient refait les berges du Rhône. Ils avaient mis je ne sais plus quelle plante allergisante qui avait des effets très négatifs. Donc effectivement, c'est des plantes qui ne produisent pas ces effets. Ok, merci. Euh, J'avais une question sur, y a-t-il des études concernant le fait de dormir en forêt? Euh, alors, peut-être, parce que je ne suis pas la science, hein, à ma connaissance, non. Mais sur les critères de santé, etc., de toute façon, c'est une exposition qui serait plus longue à de la nature. Donc, il y a des effets positifs, mais toujours. Et en fait, merci pour cette question, parce que ça vient relever un élément. C'est que tous les travaux que je montre ont travaillé sur des cohortes. Donc, ce qui veut dire qu'il y a toujours des exceptions à la règle, mais s'il n'y a pas de... Parce que si vous êtes angoissé de dormir tout seul dans la forêt, on a beau vous mettre dans la forêt, vous n'aurez pas les effets positifs. Il y a évidemment des choses aussi petits où vous êtes perdu dans la forêt, vous êtes traumatisé. La forêt
les fonctionnements de la nature sont universels, mais c'est comme les règles de grammaire, il y a toujours une exception. Typiquement, sur 100 personnes, il n'y a jamais, mais même aucun médicament, je crois, qui marche sur 100% des personnes. Ben, pour les études sur la nature, c'est pareil. Il y a toujours des exceptions. Donc, a priori, ça marche, mais il y a des gens, et je reste que mon discours n'est pas, il y a des gens très épanouis dans l'urbain, il n'y a pas de problème non plus là-dessus. C'est juste que sur les critères sur lesquels on travaille, en moyenne, ça produit des effets positifs. Ok, merci. Alors, lors des différentes études en immersion dans la nature, les personnes étaient-elles toujours en groupe ou alors certaines personnes étaient seules? Et si oui, y a-t-il des différences entre la promenade en groupe ou la promenade seule? En fait, les deux ont été réalisés, il n'y a pas de différence en fait. Et la plupart du temps, quand c'est en groupe, c'est vraiment pour des raisons d'économie, de recherche, mais l'idée, c'est qu'il n'y ait pas d'interaction entre les gens. L'idée, c'est pas que socialement ils discutent, qu'ils partagent un moment, c'est on va mesurer individuellement en groupe. Ce qui s'interroge intellectuellement, mais c'est souvent pour des questions de coût. C'est-à-dire que déplacer tout un groupe, c'est plus facile de déplacer tout un groupe une seule fois que plusieurs fois une personne. Mais il n'y a pas l'idée, chaque fois dans ces genres d'études, c'est qu'il n'y ait pas d'interaction et quand ils le font en fait individuellement, il n'y a pas de différence, le fait qu'ils soient en groupe ou pas. Et après, il y a plein d'éléments statistiques qui peuvent permettre d'annuler, alors je sais que ça paraît bizarre, mais statistiquement d'annuler l'effet groupe pour connaître l'effet nature par rapport à l'effet groupe. Ça sera, pour ceux qui maîtrisent, ça sera des ANCOVA en fait. Ok. Est-ce que la saisonnalité dans les forêts change les effets sur la santé? Alors pareil, c'est des travaux que j'ai pas eu le temps de montrer, parce que nous, on s'est posé la question. La plupart du temps, les études que vous allez trouver dans la littérature internationale ont été faites avec de la nature verte. Et en fait, l'idée, c'est effectivement, à l'automne, par exemple, la nature n'est pas verte. Et on pourrait même se poser la question, est-ce que c'est la nature qui a un effet ou est-ce que c'est la couleur de la nature qui a un effet? Typiquement, est-ce que le vert produit ses effets ou est-ce que la nature qui est verte produit ses effets? Nous, en fait, on a travaillé l'automne, donc avec tous les couleurs orangées, jaunes, etc. On compare avec de la nature verte et en fait, il n'y a pas de différence. En fait, on se rend compte que la nature, elle produit les mêmes effets, qu'elle soit verte ou automnale. Après, sur la question de l'hiver, on ne l'a pas réalisé pour des questions techniques et de temps, puis on ne peut pas tout faire. Et en fait, sur l'hiver, je ne sais pas. L'hiver, on n'a pas encore, je ne connais pas de littérature sur du non-feuillu. Et après, il faudrait trouver, c'est assez compliqué à monter comme étude parce qu'en fait, il faudrait trouver de la forêt qui a absolument aucun conifère, en fait. Donc, voilà, ça demande techniquement des éléments assez complexes. On peut prendre encore une ou deux questions. D'accord. Je vais passer sur celle des sons parce qu'on a déjà un petit peu parlé, les effets positifs sur les personnes allergiques. Est-ce qu'il y a des effets positifs sur les personnes allergiques au pollen se promenant en forêt? En fait, on en revient que la question, elle est hyper pertinente. C'est-à-dire que, sachant qu'il y a des effets négatifs, est-ce que ça va venir annuler les effets positifs? Mais on n'est pas à un niveau de connaissance et de grain suffisant sur ces questions. On travaille déjà sur, en fait, en recherche, souvent, on va travailler sur les cohortes, entre guillemets, de personnes lambda. Donc, peut-être qu'il y avait des gens allergiques au pollen dans les échantillons, mais spécifiquement sur un type d'échantillon comme ça, à construire, c'est déjà très complexe. Et il y a tellement de choses à faire encore sur ces questions santé-nature qu'à ma connaissance, il n'y a pas de littérature là-dessus, donc je ne pourrais pas répondre. Ok. Donc, on reprendra toutes les questions et on essaiera de répondre à toutes de toute façon. Je vais peut-être prendre la dernière. Est-ce que les études actuelles semblent tendre vers des études avec des effets de manque de nature, ce qui pourrait aider à soutenir les projets de création de jardins thérapeutiques en établissement de santé? Point d'interrogation. Et y a-t-il des études spécifiques pour les personnes en situation de handicap psychique? Euh, alors, handicap psychique, c'est tellement large que je ne pourrais pas répondre globalement. Sur certaines pathologies, oui, mais on est toujours pareil. C'est que, en fait, vu qu'on travaille sur des cohortes, il faut que les cohortes elles soient homogènes. Et dans les troubles psychiques, il y a il y a une différence, même sur la même pathologie, entre la façon de les vivre, qui fait que on n'est pas encore à ce grain-là. Il y a des choses qui laissent attendre que oui. On voit que ça peut apaiser. Il y a beaucoup de choses qui se font en art-thérapie aussi, avec de la nature, etc., qui a des effets positifs. Mais globalement,
si sur une pathologie, est-ce qu'il y a un effet, quel effet est-il, et cetera. Pareil, on n'est pas encore, à ma connaissance, à ce degré de finesse-là. OK. Merci en tout cas, monsieur Stéphan. On prend toutes les questions de toute façon et on enverra un petit compte rendu, avec, les réponses, j'espère à toutes les questions. Vous aviez dit que ça allait susciter pas mal de questions, c'est le cas. On est obligé un petit peu de couper et on va donner la parole au docteur Blandine Melouette pour enchaîner derrière, qui va pouvoir nous présenter et nous parler de la démarche de prescription nature. Alors, avec le micro, c'est quand même mieux. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui, on Parfait. voit. Donc, merci hein, pour cette invitation. Donc, je suis Blandine Melouette, je suis médecin de santé publique. Donc, je commence par une déclaration d'intérêt, hein, comme tout médecin. Donc, j'accompagne différents projets de prescription de nature ou d'intervention en nature d'intervention en santé fondée sur la nature, des projets de terrain ou des projets de recherche. J'interviens aussi dans des enseignements ou des formations sur les liens nature et santé, et puis plus globalement en santé planétaire. Et je fais partie voilà, de différents groupes de travail et conseils scientifiques sur le sujet. Et je n'ai pas de lien d'intérêt avec l'industrie pharmaceutique. Et donc, je vais vous présenter cette question de la prescription de nature. Est-ce que c'est intéressant? Est-ce qu'on peut prescrire de la nature? Et pour démarrer, peut-être juste repréciser que je vais vous parler vraiment avec cette approche de santé planétaire qui est très similaire à One Health, hein, qui interrelie la santé humaine et la santé des écosystèmes. Alors, comme Jordi Stéphan, hein, moi, ce que je vais vous présenter ici, hein, ce n'est pas un point de vue militant, en fait. Hein, ça fait consensus que la crise écologique qu'on vit, qu'on traverse, c'est aussi une urgence sanitaire. Le docteur Tedros, qui est le directeur de l'OMS, hein, parle de la crise climatique comme une crise sanitaire, que ce sont les mêmes choix non durables qui tuent notre planète et qui tuent les gens. Il y a eu un micro ouvert. Merci. Les journaux médicaux scientifiques, au niveau international les plus prestigieux au monde, ils se sont, déjà unis par 2 fois. D'abord en 2021, puis en 2023, pour appeler à l'action d'urgence. Ils appellent les Nations unies, les dirigeants politiques, mais aussi les professionnels de la santé, donc je sais que vous êtes un public principalement constitué de professionnels de la santé, à reconnaître que le changement climatique et la perte de biodiversité constituent une crise indivisible et qu'on doit, vraiment s'en emparer comme une urgence sanitaire mondiale. Alors pourquoi cette introduction? Eh bien parce qu'on a effectivement un rôle à jouer en tant que professionnel de la santé, hein. Vous le vivez certainement déjà au quotidien dans votre activité. On voit hein, déjà les conséquences de cette crise écologique, et puis ça ne va faire que s'aggraver et qu'empirer les problématiques et surcharger aussi le système de santé. Alors comment on peut s'emparer de ce sujet? Eh bien déjà en fournissant hein, de l'information tout simplement sur les liens entre santé et environnement. Les personnes qu'on reçoit nous font confiance, on a vraiment ce rôle de caution et d'alerte sur ces sujets-là, donc on peut déjà s'en emparer comme ça. On peut aussi réfléchir ensuite comment travailler à diminuer un petit peu notre impact sur l'environnement, aussi adapter nos soins pour que ce soit plus favorable à la santé humaine et la santé environnementale. Donc, ça passe par des actions, par exemple, d'éco-responsabilité au cabinet, etc. Et on peut aussi réfléchir à de nouvelles interventions cliniques qui valorisent l'éco-bénéfice. Alors, l'éco-bénéfice en santé-environnement, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est des actions bénéfiques à la fois à l'humain et à la fois à son environnement. Typiquement, c'est quand je prends mon vélo au lieu de prendre ma voiture, ça me fait du bien à ma santé, je vais bouger, donc l'activité physique, ça fait du bien au moral. Et puis, bah, je vais moins polluer, je vais émettre moins d'émissions de gaz à effet de serre, il y aura moins de bruit. Et donc, c'est bénéfique à l'environnement et c'est doublement bénéfique pour moi, puisque bah, si j'évolue dans un environnement moins pollué, c'est bien plus intéressant. Donc, en clinique, c'est finalement des choix quotidiens et des changements clés que les personnes, les patients peuvent faire dans leur propre vie, qui
qui conduit simultanément à un bénéfice pour leur propre santé et pour celle de l'environnement. Il y a globalement 3 domaines sur lesquels on peut intervenir: l'alimentation, la mobilité et le contact avec la nature, et c'est ce dont je vais vous parler un petit peu plus, aujourd'hui. Aujourd'hui, Stéphane l'a dit, hein, il y a vraiment des bénéfices de ce contact avec la nature à tous les âges de la vie. Alors, il vous a fait un focus sur la partie plus psychologique. Moi, je rajouterais aussi, bien sûr, l'aspect social qui est très important, hein, parce qu'on sait que la santé d'une personne, elle est beaucoup liée aussi quand même aux déterminants sociaux, hein. C'est plus facile d'être en bonne santé quand on a accès à de l'éducation, accès à de l'emploi, et qu'on vit dans un environnement qui est, voilà, qui est favorable à notre santé. Donc, il y a effectivement cet effet de l'exposition à la nature, sur la santé mentale, sur le stress, sur le bien-être de manière générale. Et puis ça encourage l'activité physique. Ça diminue aussi la présence de nature, d'espaces de verdure, diminue l'exposition aux facteurs de stress environnementaux, hein. On a parlé par exemple des îlots de chaleur urbains, des UV, du bruit, de la pollution de l'air. Puis ça assure les services écosystémiques, hein. On a besoin de nature pour manger, pour boire, pour respirer. Donc tout ça participe aussi à l'intérêt des espaces de nature dans notre environnement de vie. Et puis il y a l'aspect aussi heu, microbien, puisqu'en présence de nature, eh bien, ça permet aussi d'avoir un microbiote. Donc vous savez, hein, qu'on a, voilà, on héberge une quantité de micro-organismes avec qui on interagit en permanence. Et donc, la présence de nature permet aussi d'avoir un microbiote plus sain et d'éviter cet état inflammatoire chronique qui est le lit après de tout un tas de pathologies. Donc, des bénéfices, voilà, sur la santé de manière générale, la mortalité, la morbidité et aussi sur tous les facteurs sociaux, hein. On voit une baisse de tout ce qui est criminalité, et cetera. Donc ça a vraiment un vrai impact. Donc ces effets positifs, ils sont très importants. Ils l'emportent largement sur les effets négatifs. Néanmoins, il faut quand même en parler parce que c'est quelque chose qui peut être soulevé quand on prescrit de la nature. On va effectivement, vous avez parlé des allergies dans les commentaires précédents, donc il y a souvent cette question qui revient, les allergies. Ça peut être aussi tout ce qui est zoonose, donc on va penser à la maladie de Lyme, par exemple, si on envoie des gens en forêt. Voilà, donc il y a ces questions à soulever, mais ce qu'on remarque, c'est que donc d'une part, ça peut se prévenir ou en tout cas, la plupart du temps, c'est parce que, ces effets négatifs, ils résultent des relations perturbées qu'on a avec notre environnement. Si on végétalise les villes, mais avec des espèces qui sont allergisantes, voilà, c'est pas forcément très intéressant. C'est donc tout ça est à réfléchir et puis, il y a aussi, à éviter les impacts négatifs sur l'environnement. Parce que si on encourage tout le monde à prendre sa voiture pour faire 50 kilomètres pour aller dans une zone qui est protégée, pas sûr que ce soit non plus très intéressant. Donc il faut aussi penser aux effets rebonds, pour les écosystèmes et donc avoir une vision vraiment systémique, du sujet. Alors, j'insiste, encore un peu là-dessus parce qu'en fait, quand je parle de relations perturbées, eh bien, c'est parce que nos modes de vie qui sont très urbanisés, très industrialisés, eh bien, ils sont, déconnectés du vivant et de plus en plus et on a tendance à le sous-estimer. C'est le phénomène d'amnésie environnementale où en fait, on part un peu des repères qu'on a eus soi-même étant enfant. Or, ce que vivent les jeunes générations actuelles, c'est des modes de vie encore plus déconnectés, du vivant dans leurs imaginaires, mais aussi les enfants passent beaucoup plus de temps à l'intérieur que ce qu'on pouvait faire peut-être soit enfant et puis les environnements dans lesquels ils vivent sont beaucoup plus dégradés aussi. Donc Richard Louv, qui était un journaliste américain, parlait déjà dans le début des années 2000 de syndrome du manque de nature ou de trouble de déficit de la nature. C'est pas un vrai syndrome en tant que tel, mais je trouve que c'est une très bonne expression, c'est très parlant et c'est vrai qu'on peut se poser la question, hein, comment on peut se sentir en lien avec, d'autres êtres vivants ou d'autres milieux si on les a jamais côtoyés? Donc il faut travailler sur cette extinction de l'expérience, de nature et ça peut répondre un peu à cette question du bon sens de la prescription de nature qui revient souvent. On a tous l'intuition que ça nous fait du bien et du coup la question se pose, c'est de dire: «Mais c'est du bon sens». Oui, c'est du bon sens, sauf qu'en fait, c'est tellement perdu que le fait d'informer, de recommander ce contact avec la nature et de le faire si on avec aussi cette caution de professionnels de santé et ben, en fait, c'est important parce que c'est pas que déjà que de l'intuition. Il y a vraiment, de la littérature scientifique abondante et de nombreux travaux maintenant qui le montrent sur de très larges cohortes de plusieurs dizaines, de plusieurs centaines de milliers de personnes.
donc on peut l'affirmer. Et aussi, en fait, il y a besoin de réaccompagner, en fait, pour retrouver cette connexion à la nature, retravailler cette relation à la nature. La petite carte qui est très parlante, j'aime bien la présenter. Vous voyez en haut à gauche, je ne sais pas si vous voyez ma flèche, mais vous avez Ed à 8 ans, c'était en 2007. Hein. Ed, 8 ans, il a le droit de marcher jusqu'au bout de la rue tout seul. Sa mère, à 8 ans, Vicky, en 79, elle avait le droit d'aller à la piscine. Son grand-père, à 8 ans, c'était en 1950, lui, il avait le droit d'aller se balader dans les bois, dans les collines environnantes. Et son arrière-grand-père, lui, il avait carrément le droit d'aller à l'étang, pêcher à l'étang, et donc de traverser vraiment une grande zone. Et au jour d'aujourd'hui, c'est plus possible. Je vois, moi, j'ai une petite fille, c'est très difficile aussi de réussir à l'accompagner à passer du temps en nature. Personnellement, dans ma vie professionnelle, j'ai aussi du mal à garder du temps pour ça. Alors pourtant, ça me fait beaucoup de bien et je suis vraiment convaincue des effets. Donc il y a vraiment besoin, en fait, d'avoir quand même ce temps et cet intérêt pour réaccompagner les personnes à ce contact avec la nature. Alors dans le milieu du soin, Jordi Stéphan a présenté l'étude, d'Ulrich, donc je j'y reviens pas, mais elle est vraiment effectivement fondatrice un peu d'un mouvement. En fait, il y a de nombreuses interventions qui s'appuient sur la nature, qui sont efficaces dans différents contextes cliniques et qui, fonctionnent déjà depuis, bien longtemps, hein, et qui consistent enfin, jusqu'à maintenant, étaient beaucoup plus basées sur le fait d'amener, la nature au contact des patients. Et je pense par exemple au jardin thérapeutique, au jardin de soins. Mais on peut aussi penser bien sûr à amener les patients au contact de la nature. Et les 2 peuvent, comment dire, être recommandés, être appuyés par de la prescription de nature ou en tout cas de la recommandation, par les professionnels de santé. Donc vous voyez, ce professionnel de santé, il peut encourager le comportement individuel des personnes à passer plus de temps, en nature. Et puis en amont, il a aussi un rôle, pour, encourager, un cadre en fait qui nous permet d'accéder à cette nature d'une part et puis aussi, parce que l'exposition à la nature de façon passive, en fait, ça fait du bien à la santé. Donc on a un vrai rôle là. On est des ambassadeurs pour encourager, voilà, à la fois les comportements des personnes, mais aussi, l'environnement de vie des personnes. Je par exemple, pour la santé scolaire, moi, on me demande parfois d'intervenir dans le cadre de projets d'urbanisme favorable à la santé pour amener cette caution médicale dans la végétalisation des cours d'école ou pour justifier de temps de classe dehors. Et en fait, alors c'est bien sûr, hein, je suis médecin de santé publique, mais c'est à mon sens, on a ce rôle-là, en tout cas, d'informer et de valider cet intérêt du contact avec la nature, à la fois pour la santé individuelle des personnes, mais aussi parce que ça permet d'augmenter les comportements pro-environnementaux, notre relation à la nature, et donc de préserver la biodiversité, de préserver les espaces naturels, qui du coup a ce double bénéfice pour notre santé et cette réduction globale de la mortalité. Alors dans le monde, quelle forme ça peut prendre? Eh bien, ça a des formes assez variées. Alors, Jordi Stéphan vous a parlé, voilà, du Shirin-yoku, en Asie. Pareil, mon japonais n'est pas très bon, qui peut prendre même la forme après de thérapies forestières encore plus encadrées, plus structurées, avec, des parcours, des forêts qui sont labellisées. Vous avez eu ensuite, en Nouvelle-Zélande, les green prescriptions qui sont apparues, où là, c'était vraiment plus la prescription d'activité physique à l'extérieur et notamment en nature. Et puis ensuite, ça s'est un peu, c'est au nord en Amérique du Nord, c'est les parcs nationaux qui se sont aussi emparés de cette question et il y a eu des partenariats qui ont été créés et donc en fait, sur prescription médicale, vous avez une réduction pour, fréquenter ces parcs nationaux qui sont payants et l'entrée est assez chère. Donc en Colombie-Britannique, par exemple, le programme de prescription de nature est, porté et financé en fait par la fondation des parcs. C'est devenu ensuite, au Québec, le programme Prescrit Nature. Vous avez un site internet avec des outils, qui sont extrêmement extrêmement bien faits et là, on passe sur une vision un petit peu plus, quotidienne de ce contact avec la nature, en encourageant vraiment tout contact avec la nature, que ce soit, voilà, au parc, au pied de chez soi, de prendre un temps sur le trajet entre son travail et son domicile, pour s'arrêter, essayer
de se reconnecter avec ses sens, à la présence de nature dans un endroit qui nous parle. Enfin voilà, on va être un peu plus sur du quotidien. Et puis en Europe, alors en Scandinavie, vous avez aussi des programmes de prescription de nature et le lien à la nature et la présence de nature est aussi assez différent peut-être qu'en France. Vous avez au Royaume-Uni, j'y viendrai un peu plus en détail après, c'est des prescriptions vertes et sociales. Donc ils insistent beaucoup sur ce rôle social aussi. C'est l'occasion en fait de sortir de chez soi, d'être en contact avec d'autres personnes et en fait, on sait quand même que ces facteurs sociaux sont vraiment, très importants, dans l'état de santé, des personnes. Donc ils insistent aussi sur ce côté-là et pour passer sur une autre vision de la santé, où on s'intéresse à ce dont a besoin la personne qu'on a en face de soi. Vous avez aussi aux Pays-Bas, par exemple, en Belgique, des programmes, basés sur l'agriculture sociale. Donc en fait, où il y a, par exemple, pour des personnes en situation de burn-out qui vont être, reçues dans un réseau de fermes partenaires et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que c'est à la fois intéressant, en termes de santé, et notamment de santé mentale, mais pas que pour, les bénéficiaires qui vont retrouver aussi un peu de sens, une utilité, un rythme, une connexion avec le rythme des saisons, pour les agriculteurs aussi qui accueillent et puis, eh ben, pour les soignants et les éducateurs, les accompagnants, c'est aussi très intéressant pour leur santé et aussi avec cette relation de réciprocité et de changement un petit peu de relation entre les personnes, c'est aussi très intéressant. Et puis vous avez, aux États-Unis aussi des groupes animés par des professionnels de santé, les Walk with a Doc, où voilà, des professionnels de santé vont organiser une fois par mois des marches, et pouvoir, encourager ainsi les patients à sortir. Un petit focus sur cette étude, au Royaume-Uni qui est, donc une grosse étude, hein, puisqu'il y a eu plus de 8 000 personnes qui ont été incluses sur 7 sites pilotes, pour cette intervention. Donc ça, il y a eu un financement, intergouvernemental, conséquent. Ils sont vraiment, très, très investis sur ce sujet. Donc là, c'était vraiment sur les problématiques de santé mentale et vous voyez, à gauche les résultats. Donc en vert, c'est, les scores avant l'intervention, en rouge-orange après l'intervention et en marron, c'est la moyenne nationale. Et donc, on voit sur des indicateurs d'anxiété, de dépression, de bonheur, de satisfaction de vie, donc après l'intervention, en fait, on a des indicateurs qui reviennent quasiment à la moyenne nationale. Donc, c'est extrêmement efficace. Et surtout, ce qu'on se rend compte, c'est que c'est, en termes médico-économiques aussi efficace, voire plus, que des thérapies standards. Donc, au niveau de la charge aussi sur le système de santé, c'est intéressant à prendre en compte, alors sur de la prévention, mais aussi sur de l'intervention non médicamenteuse. Et puis, ben, par rapport à la charge, économique aussi, une livre investie, ramenait en fait, une livre 88 en termes de bénéfices, sanitaires et sociaux. Alors en France, qu'est-ce qui se passe? Alors c'est pas aussi structuré, que ce qui se passe ailleurs, mais il y a, plusieurs projets qui émergent un petit peu partout, donc voilà, c'est très enthousiasmant et très encourageant. Vous avez un très beau projet en Bretagne là qui est en train de se construire et je laisserai les personnes qui portent le projet peut-être en parler dans les échanges pour vous le présenter. Mais globalement, on peut quand même se poser un peu ces questions. Qu'est-ce qu'on prescrit, à qui et comment? Alors, qu'est-ce qu'on prescrit? Eh bien, en fait, on prescrit, ce qui va encourager les personnes à passer du temps en nature, donc en fonction de leurs besoins de santé, en fonction de ce qui les motive, en fonction de ce qui leur fait plaisir, en fonction des opportunités qu'elles ont aussi, parce qu'on n'a pas tous accès à la même chose, on n'a pas tous le même temps, on n'a pas tous, donc il faut s'adapter à la personne en face de soi, mais ça peut être des activités très variées, ça peut être du jardinage, ça peut être de l'activité physique en nature, ça peut être prendre un temps pour se poser sur un parc, dans un parc qu'on aime bien. Ça peut être voilà, promener son chien. Ça peut être des activités extrêmement variées, passer du temps avec des groupes aussi. Ça peut être des activités encadrées. Et c'est un petit peu la question qu'on peut se poser sur acquis, c'est-à-dire qu'il y a une gradation qu'on peut imaginer, un continuum entre la santé et la maladie, hein. On est dans une vision là de salutogénèse. On pense qu'est-ce qui nous amène à être en santé plutôt que se centrer sur la maladie. Et donc, on peut imaginer que c'est des conseils qu'on peut donner vraiment à toutes les personnes qu'on reçoit. C'est bon pour tout le monde. Donc, sur la vie quotidienne,
Après, peut-être que pour certaines personnes, on va plutôt s'intéresser à des facteurs de vulnérabilité en particulier, être un peu plus dans une démarche de prévention. On a parlé par exemple des personnes isolées ou des personnes âgées. Ça peut être aussi intéressant de se dire, bah là, on va plutôt encourager à aller vers vers une activité de groupe, vers une activité encadrée. Ça peut être peut-être plus intéressant. Heu, donc il y a cette deuxième marche, on va dire et puis, la troisième marche, bah, c'est vraiment dans le cadre de soins pour des pathologies, précises où là, on va être plutôt dans un cadre thérapeutique. Où on va penser vraiment, le contact avec la nature sous un angle d'intervention non médicamenteuse et donc là, ça sera, à nouveau peut-être un peu plus structuré et du coup, comment on le prescrit? Et ben, c'est pareil, on va peut-être pouvoir le grader, s'adapter à la personne en face de soi. Ça peut être déjà du simple conseil, hein, comme on peut conseiller, voilà, donner des conseils sur l'alimentation, sur l'activité physique, sur le sommeil et puis après ça peut aller sur de la recommandation un peu plus importante ou de la prescription écrite parce qu'on sait que ça fonctionne mieux aussi. Les personnes adhèrent quand il y a cette trace écrite, il y a un côté un peu plus engageant. Donc ça peut être aussi très intéressant et puis peut-être pour compléter la réponse, qui a été faite dans l'intervention précédente sur la durée, un peu la posologie qu'on pourrait imaginer pour cette prescription. En fait, tout contact est intéressant à encourager, même s'il est très, très court. Mais, globalement, ce qu'on essaye on essaye de tendre vers, environ une exposition d'environ 2 heures par semaine, hein. C'est ce qui est dans des grosses études, c'est ce qui a été, montré. C'est là où on a une dose, hem qui nous permet d'avoir le maximum d'effets et par tranche d'au moins 20 minutes parce que c'est là où on voit que les marqueurs du stress, notamment le cortisol, diminuent. Donc on essaye de tendre vers ça, mais déjà tout contact est intéressant à encourager. À droite, je vous ai mis un exemple d'une ordonnance d'une médecin du collectif Prescrit Nature au Québec. Hein, là, c'est pas en France, c'est au Québec et vous voyez que c'est vraiment, adapté à la vie de la personne. Donc en conclusion, la prescription de nature, c'est vraiment, une solution qui est simple, qui est peu coûteuse, qui est scientifiquement fondée et qui est innovante en contexte de crise écologique. Donc on a vraiment tout intérêt à l'encourager et pour que ça fonctionne, eh bien, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il faut déjà s'assurer, bien sûr, de l'adhésion des prescripteurs. Donc prescripteurs, ça peut être des prescripteurs habituels, des gens qui ont l'habitude de faire des ordonnances, mais on peut l'élargir bien plus, hein. Tout professionnel de santé, même tout professionnel du social, a son rôle à jouer pour, faire connaître ses bénéfices. Donc ça va passer par de la sensibilisation, par de la formation en santé planétaire, mais aussi au changement de comportement, parce que là, on va être dans de l'accompagnement, au changement de comportement et donc on n'apprend pas forcément dans nos études initiales, en tout cas en médecine, à l'entretien motivationnel, voilà, à savoir comment on peut travailler ce changement de comportement dont on sait qu'il fait pourtant, il est très important dans les maladies chroniques. On va aussi fournir des outils à ces prescripteurs pour qu'ils ils puissent ensuite, voilà, le recommander et suivre la prescription auprès de leurs patients. Ça passe par la création d'un réseau de partenaires puisque, finalement, heu, dire aux gens: Allez passer du temps en nature», on sait bien que ça ne fonctionne pas ou ça fonctionne mal, hein. On a tous pris, la connaissance, ça suffit pas, on a tous pris des bonnes résolutions, 1er janvier qu'on n'a jamais tenues. On a besoin que ce soit un petit peu plus accompagné que ça. Et donc, on a besoin de ce réseau de partenaires pour pouvoir proposer des activités sécurisées et adaptées aux patients. Donc, selon la gradation aussi dont je parlais tout à l'heure, eh bien, ça peut-être nécessiter aussi que dans ces partenaires, il y aura bien sûr peut-être des professionnels de santé formés à ce contact à la nature, mais aussi beaucoup des acteurs de l'éducation à l'environnement, l'éducation nature, qui peuvent accueillir des publics et qui auront peut-être besoin, pour certains publics à besoins spécifiques, de monter en compétences pour se sentir à l'aise dans cet accueil et sécuriser aussi cet accueil. Et puis après, sur le cadre thérapeutique, il y a aussi peut-être d'autres choses à créer. Et puis ça dépend aussi, bien sûr, des ressources de chaque territoire. Et puis, bah, le troisième axe, c'est la communication auprès des patients, du grand public, alors à la fois pour informer, hein, je le disais, puis aussi pour acculturer et favoriser l'adhésion de la prescription de nature, parce que ça peut un peu, étonner, ça dépend aussi les personnes et leurs habitudes. Ça peut étonner qu'un professionnel de santé leur parle de ça et le fait de pouvoir vraiment le justifier d'un point de vue scientifique et de,
de mettre en confiance les professionnels qui vont ensuite parler de cette prescription de nature, c'est aussi un axe de travail. Donc, je vous ai mis à droite 2 exemples d'affiches qui sont faites à l'étranger. Vous avez la fiche verte, c'est une campagne en Suisse, 12 mois, 12 actions. Donc, il y avait 1 mois qui était consacré au contact avec la nature. Donc là, c'est des affiches qui sont en salle d'attente. Donc, ça permet après d'initier le dialogue. Et puis la fiche à droite, qui est plutôt en lien avec la prescription verte et sociale, qui explique très brièvement, puisqu'il faut baser aussi sur le facile à lire, facile à comprendre, hein, la communication auprès du grand public, et qui représente aussi graphiquement là, le système de prescription de nature qui donc en Angleterre est faite par une prescription par un professionnel de santé. Ça passe ensuite par une autre personne qu'ils appellent un travailleur du lien social, mais on peut imaginer plein de profils différents qui vont ensuite envoyer vers des activités de groupe, des activités structurées. Voilà, et puis pour conclure, avant de répondre à vos questions, j'ai un petit spot que je vous invite à regarder sur le site prescriptiondenature.fr et puis à le diffuser si ça vous intéresse. Je ne le passe pas là parce qu'en ligne, souvent, ça lag et ce n'est pas très intéressant, mais il est très court et permet d'essayer d'interpeller de façon un peu humoristique les personnes sur la prescription de nature. Je vous remercie pour votre attention et je reste ouvert pour les questions. Merci, Madame Elouette, pour cette présentation. Il y a une première question qui est: est-ce que la prescription nature est inscrite dans les interventions non médicamenteuses? Alors, elle est inscrite pas en tant que telle, parce que pour les interventions médicamenteuses, souvent, on essaye de cibler pathologie par pathologie. Et là, on est un peu encore à court d'études ou de recommandations vraiment pour des pathologies spécifiques, mais il y a de nombreux projets de recherche qui sont en train de se monter. Il y a déjà des résultats qui arrivent plutôt sur le champ de la santé mentale parce que c'est là où ça a été le plus étudié. Donc, on voit effectivement qu'il y a des recommandations qui sont en train d'être faites et des études à l'étranger plutôt. Et en France, là notamment à Lyon, il y a un gros projet de recherche qui est en train de se mettre en place pour différentes pathologies. Donc, pour le moment, on va dire que ce n'est pas encore assez cadré pour peut-être le signifier en tant que tel, et dans la vision très globale et systémique des choses, c'est peut-être plus le cas pour l'ortithérapie, mais je pense que l'intervenant suivant pourra peut-être préciser du coup cette réponse. Ok, merci. Il n'y a pas d'autres questions pour l'instant. Est-ce qu'on peut dire un mot peut-être du travail qui est réalisé avec l'URCPIE? Je laisse Oui. peut-être, voilà. Oui, merci. Donc Marie Lecause, je coordonne l'URCPIE, donc c'est Centre permanent d'initiative pour l'environnement, c'est l'association d'éducation à l'environnement et d'accompagnement des territoires sur différentes thématiques sur les transitions écologiques. Et en fait, on vient de lancer un programme régional qui s'appelle Symbiote pour santé, interaction, biodiversité, territoire. Et il y a 3 axes dedans, un qui est plus sur l'accompagnement de la prise en compte et du déploiement de One Health sur les territoires, un sur la prescription de nature, donc sur de l'expérimentation sur les 3 territoires des CPIE, donc les associations qui font partie du projet. Et un dernier axe, c'est sur l'expérimentation d'actions de sensibilisation et d'accompagnement. Donc là, ça pourrait être aussi le cas de ce que disait Madame Elouette sur comment on accompagne les patients suite à une recommandation de nature ou qu'est-ce qu'on peut leur proposer comme activité, etc. Donc c'est dans le cas de cet axe-là qu'on va aussi y réfléchir. Et donc l'axe sur la prescription de nature, là, on vient de démarrer, on a élaboré un guide d'entretien que les membres de l'équipe projet vont aller tester auprès de professionnels de santé sur leur territoire. Voilà, donc là, ils ont commencé à faire quelques entretiens, on démarre tout juste. Et l'idée, ce serait de pouvoir présenter un peu des résultats, des pistes d'action suite à ces premiers entretiens, d'avoir un peu le ressenti des personnes qu'on aura rencontrées par rapport à cette démarche de prescription ou de recommandation de nature. Donc voilà, et puis de
poursuivre ce travail-là aussi avec éventuellement des personnes intéressées. Donc, ça pourrait être un des axes de travail du groupe de travail qui émergera suite à ce webinaire, de travailler ensemble sur des outils de sensibilisation, sur des méthodes d'approche auprès des patients. Enfin, voilà, c'est le démarrage d'une action, mais qui est vraiment multipartenariale. Et puis, le groupe de travail qui pourra émerger de ce webinaire, ça sera aussi un cadre intéressant pour nous pour pouvoir développer nos actions. Et du coup, on a eu l'occasion d'échanger avec Blandine Melouette sur notre guide d'entretien, sur l'approche à avoir un peu auprès des professionnels de santé, puisque nous, c'est pas notre domaine, les associations environnementales. Donc voilà, c'est vraiment intéressant de créer ces ponts entre nos domaines, et la prescription de nature, c'est vraiment une bonne porte d'entrée pour ça. Eh ben, je crois que ce webinaire a cet objectif totalement aujourd'hui. Si, une petite question dans le chat. Le concept d'école du dehors ne reste à ce jour qu'une expérimentation. Ne devrait-on pas développer massivement ce concept et ainsi éviter le syndrome de l'enfant de l'intérieur et son corollaire en termes de santé? Bah, oui, enfin, ma réponse en tant que médecin de santé publique, avec voilà l'intervention que j'ai faite, c'est que oui, pour moi, je suis convaincue de ça. Après, c'est voilà, c'est pas si facile à mettre en place, hein. Il y a tout un tas de freins, mais du coup aussi de leviers. Et je pense que c'est un travail à mener sur les prochaines années. Mais voilà, il y aura des résistances à lever, mais reste assez confiante quand même. J'ai l'impression qu'il y a vraiment une prise en compte de cet intérêt du contact avec la nature qui, quand même jusqu'à maintenant, restait assez confidentiel et restait effectivement assez engagé en fait. Et finalement depuis la crise Covid, et cette prise en compte des liens entre notre santé humaine et la santé des écosystèmes, l'approche One Health aussi qui restait assez confidentielle jusqu'à maintenant, mais qui là s'est bien développée. Malheureusement, la perception aussi du dérèglement climatique dans notre vie quotidienne, on a été plus impacté aussi quand même en France ces dernières années. Il y a quand même une dynamique, un mouvement sur la transition écologique qui est plus marqué qu'avant. Et du coup, je pense qu'on va avoir aussi une écoute plus attentive pour essayer de mener ce genre de projet. Mais à nouveau, je pense qu'en tant que professionnel de santé, ça peut nous sembler très éloigné de notre travail, que c'est pas notre rôle, et en fait, vraiment se sentir investi de ce rôle un peu d'ambassadeur, ou en tout cas ne pas hésiter à semer des graines, parce que je pense que ça va germer et puis ça va faire sens après. Eh bien, en tout cas, on va essayer de pousser le sujet le plus possible. Merci, Madame Bellouette, pour cette intervention. Peut-être il y aura d'autres questions à l'issue. Quelles vont être les modalités de fonctionnement du groupe de travail? On y reviendra en fin de réunion. Je vais laisser la parole à Camille Le Talbodec. Je pense qu'elle est connectée, mais pas forcément sous son nom. Oui, Voilà, parfait. bonjour. Pour présenter déjà le travail qui a été fait sur l'EHPAD, qui est complètement en lien avec le sujet de ce webinaire. Et vous pouvez partager votre écran, Camille, ou vous voulez que je le fasse? Oui, vous pourrez le faire à la Voilà. suite. Je pensais mettre déjà en fond un petit peu l'établissement avec un visuel sur le parc qu'on peut voir sur notre site internet. Je fais pas de promotion, mais c'est histoire que vous visualisiez un petit peu l'étendue du parc qu'on a du coup, et qui est aménagé avec des passages pour les résidents, les visiteurs, et qui est entretenu du coup avec un jardinier et demi. On a une personne à temps plein et une personne du coup à mi-temps. Et donc voilà, c'est un EHPAD du coup qui est plutôt grand dans le secteur de Sainte-Anne-d'Auray, avec une partie rénovée et une autre partie qui est entièrement construite et donc neuve et très récente. Voilà pour les présentations un petit peu de l'établissement. On accueille 176 résidents dans l'établissement voilà, actuellement. Hop. Je ne sais pas si vous voulez partager du coup Comme vous voulez. Soit vous le le faites, soit je le diaporama. fais. Ouais, bon, je l'ai à portée de main. Alors, C'est du plus coup, simple pour l'enchaînement des diapos.
certainement. Dans le cadre un petit peu de la thématique nature et santé, on est impliqué du coup depuis un certain temps. Ça a commencé d'abord par notre démarche RSE où on a souhaité faire un état des lieux. La Chambre de commerce et de l'industrie nous a accompagnés dans cet état des lieux un petit peu de toute notre démarche RSE, des projets qu'on avait déjà en place, histoire de voilà, faire le point un petit peu sur tous les éléments et notre implication. RSE, c'est responsabilité sociétale des entreprises. Et donc, c'est très, très vaste en fait, mais ça comprend un volet environnemental qui est assez important, mais aussi un volet qualité de vie au travail, qualité de service, etc. Et donc, du coup, avec 3 thématiques sur la liberté de choix et le choix de la vie de vie des personnes, de faire des établissements des acteurs du lien social et d'innover au service de tous. Les grandes thématiques. Là, on avait un schéma un petit peu avec du coup notre état des lieux sur notre niveau de maîtrise et l'importance qu'on apporte aux thématiques de la RSE. On pourra vous partager le diaporama à la fin si vous le souhaitez. Euh, Dans nos projets, on fait toujours du lien avec ce qu'on a déjà en place et ce qu'on met en place. Aujourd'hui, on remet à jour notre projet d'établissement. Ça fait donc écho à notre démarche RSE actuellement et à tous les projets qu'on va avoir en place. Et sur les thématiques donc, que j'ai évoquées, qui sont reprises dans notre projet d'établissement. Dans les grands axes, je vais pas forcément préciser sur les premiers, mais on a la réduction du gaspillage alimentaire, la revalorisation des déchets, et favoriser l'introduction du coup de la biodiversité dans nos quotidiens. On a plusieurs sujets, plusieurs projets. Le sujet de ferme pédagogique est quelque chose qui est abordé par les équipes soignantes et les résidents, et qui est en échange avec plusieurs établissements qui ont déjà mis en œuvre ces projets-là. On a des échos comme quoi ça demande quand même beaucoup d'investissement et dans un premier temps aussi souvent de la direction qui va prendre en charge d'abord la ferme et puis du coup, avant que ça se mette bien en place, d'avoir d'autres acteurs qui puissent le continuer. Et par la suite aussi, du coup, la création d'un jardin partagé ouvert sur l'extérieur. J'ai mis entre parenthèses tiers-lieu, je vous en parlerai par la suite plus précisément. Voilà. Ensuite, en autre action, on a préservé la biodiversité du parc en favorisant sa résilience face au changement climatique. Là, on a plusieurs projets. Certains sont déjà en place dans l'établissement. On a fait participer les résidents à l'alimentation des oiseaux l'hiver. C'est déjà en place. C'est accompagné par l'équipe d'animation. Contacter des organismes compétents pour avoir des conseils. On a déjà eu des conseils sur le référencement des oiseaux qu'on avait dans notre parc et le référencement des types d'arbres aussi qu'on avait. Mais c'est à poursuivre, bien sûr, et faire le point sur les actions déjà mises en place et partager nos retours d'expérience. Donc là, l'idée, c'est vraiment de poursuivre nos actions et de les partager, de les communiquer. Donc, comme aujourd'hui, finalement, qui permet aussi cela. Sur le tiers-lieu, je fais un petit focus. C'est grâce à un appel à candidature auquel on a répondu pour l'ARS, qu'on souhaite mettre en place un tiers-lieu. Notre projet n'a pas été retenu, mais on va quand même du coup poursuivre et en tout cas mettre en place ce tiers-lieu, même si on n'a pas forcément tous les subventionnements qui étaient prévus. Il y a certains axes voilà, qui sont quand même mis en place et qu'on souhaite pouvoir installer dans cet espace-là. L'idée, ce serait d'avoir un espace de rencontre, d'échange, de partage, d'aide. Les résidents et personnes extérieures du coup peuvent s'investir. L'idée, c'est vraiment d'ouvrir l'établissement sur l'extérieur, de faire du lien vers les résidents, et puis que voilà, l'extérieur puisse aussi voir nos établissements, qu'ils se rendent compte un petit peu de comment ça se passe, de la vie en établissement, ce qu'on peut proposer. Donc d'ouvrir les pattes sur l'extérieur, la culture, la société, de favoriser l'inclusion sociale et le lien intergénérationnel. On fait beaucoup de liens aujourd'hui, on fait venir des écoles, on fait vraiment du partage entre les personnes âgées et puis du coup les centres de loisirs ou les écoles à proximité, mais l'idée c'est vraiment de poursuivre ces travaux-là. Dans l'idée, le tiers-lieu aurait une ouverture de 10h à 17h. Bon, après, ça, c'est voilà, les conditions. Et voilà, ce serait vraiment situé en tout cas dans l'EHPAD pour permettre aux personnes de venir à l'intérieur. Et c'est voilà, réservé un petit peu plus ou moins quand même aux habitants de la commune et des communes avoisinantes. Donc les projets intergénérationnels, j'en parlais, on a des jeux entre les enfants et les résidents qui sont mis en place de temps en temps. La mise en place d'un jardin partagé dans le parc de l'EHPAD, il faut que ce soit approfondi. C'est vrai qu'on avait un petit peu ces petits projets-là de potager ou de choses comme ça. Mais l'idée, ce serait vraiment de les poursuivre et en tout cas de les rendre un petit peu plus... en tout cas d'aller plus loin dans ces projets-là. Atelier de cuisine partagée, on a déjà ça dans l'établissement. C'est mis en place toutes les semaines et c'est aussi grâce aux bénévoles qu'on a dans notre établissement. Des temps de lecture, des temps de partage de connaissances, et on a la réalisation d'une fresque participative. Je préciserai aussi de quoi il s'agit dans les diapos suivantes.
On a des projets aussi avec les partenaires. L'idée, voilà, il y a des choses qui sont déjà un petit peu en place avec des personnes qui ont besoin de locaux, qui peuvent du coup venir sur place. Là, on a des résidents qui vont construire un petit peu des paniers de légumes. On a un atelier gymnastique qui pourrait potentiellement venir dans l'établissement pour un besoin de locaux. Du coup, en tout cas, on pourrait proposer ça, faire du lien avec la personne âgée. Des ateliers divers, voilà, et de l'art floral aussi qui est déjà proposé avec une fleuriste du secteur et qui pourrait venir aussi dans l'établissement. En projet ponctuel, on a encore d'autres choses, le marché de Noël qui est déjà mis en place, l'organisation de journées de partage qu'on a déjà, mais qu'on pourrait un petit peu approfondir pour ouvrir davantage l'établissement. Et puis voilà, la mise à disposition enfin, du parc et des locaux pour des étudiants et des personnes extérieures pour promouvoir aussi l'établissement et en tout cas le faire connaître. Dans la fresque, on a une artiste du coup qui est venue dans l'établissement pour échanger déjà avec les résidents et l'équipe d'animation, les personnes concernées sur le souhait de la fresque. L'idée, ce serait de construire une fresque du coup avec le centre de loisirs du secteur et puis les résidents. On leur a déjà demandé un petit peu ce que ça leur évoquait, le jardin intérieur. Et donc du coup, avec ces mots-clés, ils ont construit un petit peu la thématique de la fresque et l'artiste donc va composer un petit peu avec ça avec ces thématiques-là, du coup, et les sujets qui ont été évoqués par les résidents. L'idée, ce serait du coup, d'avoir un décor participatif qui pourrait, du coup, décorer le tiers-lieu. Intergénérationnel parce qu'on aura du coup les enfants qui construiront la fresque avec on aura vraiment les résidents et le centre de loisirs, en tout cas, qui vont peindre la fresque avec l'artiste. L'intérêt, c'est de mettre en valeur aussi cet espace et puis voilà, d'avoir une grande fresque grandeur nature qui évoque donc la nature. On a vu précédemment avec les autres intervenants les bienfaits que ça pouvait aussi provoquer chez les visiteurs, les résidents, les personnes, qu'elles soient malades ou non. On voit le bien que ça fait, donc c'est important aussi pour nous d'inspirer aussi à l'intérieur pour les personnes qui ne peuvent peut-être pas sortir aussi. Et puis, ben, voilà, d'avoir un peu cet état d'esprit dans tout l'établissement, c'est important pour nous. Donc voilà. Voilà pour la fresque et pour toutes ces informations. J'espère avoir été assez complète. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions ou, sur le fonctionnement, en tout cas, de tout ça. C'est vrai qu'on met un point d'honneur, en tout cas, à faire participer vraiment le secteur, à mettre en lien les partenaires et puis faire le lien entre les enfants, les familles, les salariés, les résidents. C'est vraiment de voilà, faire du lien et de participer tous ensemble et de permettre aussi d'avoir une autre vision de nos établissements qui aujourd'hui ben, voilà, sont peut-être connus du public d'une façon qui peut être un peu négative et on aimerait vraiment montrer que bon voilà dans nos établissements les personnes ont des projets, construisent des choses et puis ben voilà c'est un lieu de vie, c'est pas un lieu voilà fermé où on ne fait pas grand-chose. Ok, merci de cette présentation. Je crois que ça illustre bien la nécessité de travailler avec la nature. Vous avez quand même un site privilégié pour le faire Oui. et vous l'utilisez, donc c'est extrêmement intéressant. Oui, finalement, vous ne vous êtes pas présenté, Camille. Quelle est votre fonction au sein de l'EHPAD? C'est vrai. Alors moi, je travaille déjà sur deux associations, l'association du coup l'Anéole et l'association Perrine Sanson qui sont partenaires. Il y a plusieurs établissements du coup dans le secteur. Ça couvre le secteur de Sainte-Anne-d'Auray, Hennebont et Locminé. Je ne sais pas pour ceux qui visualisent, mais c'est vraiment voilà. Ça couvre un grand espace. Mon poste, moi, je suis référente qualité et prévention des risques professionnels. C'est très, très large. Je travaille dans plein de domaines, mais j'accompagne notamment sur les sujets de qualité de vie au travail, de qualité de vie, surtout les projets de suivi autour des résidents et l'accompagnement des salariés dans le travail, en tout cas, et dans tous les projets. Donc, en fait, c'est vraiment des échanges avec la direction et puis, voilà, de travailler avec le projet d'établissement et puis de suivre un petit peu tous ces projets-là, d'animer les groupes de travail, etc. Voilà. Ok. Bon, c'est bizarre, on fait la présentation à la fin, Oui. mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est que c'est fait. Et Hervé se pose la question, est-ce que l'établissement serait ouvert à accueillir des professionnels du médico-social? C'est-à-dire du médico-social, dans quel cadre?
Si par Euh, exemple des établissements souhaiteraient faire monter un projet en fait qui ressemble un peu au vôtre, est-ce Mhm. que par exemple c'est dans l'ordre du possible peut-être de les accueillir sur des temps, de montrer un peu ce que vous faites, d'expliquer? Mais bien sûr, bien entendu, hein. C'est vrai que nous, on est très ouverts, enfin, on adore montrer notre établissement. On propose nos salles de réunion aussi ben, pour les personnes qui cherchent des locaux. Enfin, on cherche vraiment en tout cas à faire entrer les personnes dans nos établissements pour voir ce qui s'y fait. Et puis effectivement, oui, pour voir les travaux en cours, pour discuter, voir ce qui fonctionne moins, pourquoi, etc. C'est tout à fait une possibilité et on apprécie en tout cas de pouvoir échanger sur nos retours d'expérience, bien au contraire. J'ai une question, comment vous avez été sensibilisé justement sur toutes ces questions de nature et de santé qui sont à l'origine de Euh, tout ça? Ouais, alors c'est vrai que, bah, comme je disais, on a fait en fait finalement un état des lieux sur notre responsabilité finalement sur l'environnement avec la Chambre de commerce et de l'industrie. C'est un petit peu parti de là où on a toujours fait des petites campagnes déjà de sensibilisation avant, où on voyait bien que déjà les résidents, ils avaient une affinité aussi avec la nature, sur les sujets de gaspillage alimentaire, sur déjà pas mal de thématiques. Et donc, on avait commencé un petit peu nos campagnes de sensibilisation comme ça sur comment mieux consommer de l'eau, comment faire attention à son électricité. Donc, du coup, ça a émergé finalement petit à petit. Et puis, on voit bien l'importance du parc voilà, que ça peut avoir sur l'accompagnement. Dès qu'il fait beau, les résidents sortent, on les accompagne. Euh, c'est vrai que c'est quelque chose qui est quand même au cœur de nos préoccupations. Ça fait partie aussi de nos valeurs voilà, d'être ouvert aussi sur l'extérieur et d'accompagner ces projets-là. Et on voit bien que nos établissements, finalement, c'est dans l'air du temps aussi de se poser la question de notre impact sur l'environnement et de comment on peut se servir aussi de l'environnement pour accompagner les personnes. Et donc, en fait, ça a émergé petit à petit. Et avec notre état des lieux, ça a permis de voir un petit peu où est-ce qu'on en était, nous, et de fixer aussi nos prochains objectifs, et puis de se dire comment on peut s'améliorer finalement, et comment on peut faire du lien entre les résidents, les équipes soignantes et autres, toutes nos équipes finalement, et puis les familles, etc. Donc voilà, c'est quelque chose qui nous préoccupe en tout cas, et qui est au cœur un petit peu de l'intérêt de tous. Tout le monde est concerné par ça, et voilà, c'est pour ça que ça fait sens. Le soutien de la direction est essentiel hein, pour ce genre de projet. Absolument. C'est Et ça s'est complètement fait impulsé par facilement. la directrice, en fait. D'accord, super, ouais. C'est Merci. clair que sans la direction, ça fonctionne, je pense, pas du tout. Mais quand c'est une préoccupation de la direction, effectivement, c'est quelque chose qui suit son cours et puis qui est partagé aussi par un grand nombre. Donc voilà, Donc, il y a des actions à faire auprès des directrices et directeurs d'établissement. Alors. complètement. Merci. Ouais. Je vous en prie. Madame Melouette a posé une question sur comment est-ce perçu par les équipes soignantes, car ça peut parfois être un frein évoqué à ce type de projet et la surcharge de travail des équipes soignantes. Donc, comment est-ce perçu? Effectivement, on peut parler de surcharge de travail. C'est vrai que quand on interroge nos équipes, la surcharge de travail, elle intervient surtout en période épidémique, quand on va avoir ben, voilà, des personnes qui vont être malades, des arrêts de travail. Voilà, c'est là où ça va être des périodes plus difficiles qui sont quand même de courte durée. On n'est pas à flux tendu tout le temps. Voilà. Euh, mais effectivement, on peut se poser la question de la surcharge de travail dans l'établissement. Pour autant, les groupes de travail, ça fait partie de notre quotidien. On monte des groupes de travail très régulièrement. On implique les équipes dans les projets. Ils nous accompagnent déjà. Et les questions de gaspillage alimentaire, de ferme pédagogique, c'est des choses qui viennent aussi des salariés. Donc, c'est des choses qui les concernent. Et la surcharge de travail ne fait pas peur dans le sens où ils ont tous envie de construire quelque chose dans l'établissement. C'est un établissement qui fait envie. La nature nous entoure et donc du coup tout le monde s'investit dans ce sens-là. Donc c'est vrai que c'est des projets qui font sens et qui ne nécessitent pas forcément de temps supplémentaire, même si ça demande une logistique particulière. Pour les équipes d'animation, ça demande quand même de l'organisation, ça doit être intégré complètement dans leur planning, dans leur programme. Euh, Si elles doivent accueillir enfin, les personnes qui doivent venir dans le tiers-lieu, par exemple, si elles doivent organiser, bah, quand elles organisent les repas partagés, faire les courses, etc. C'est des choses qui, effectivement, prennent du temps, mais ça fait partie aussi des temps d'animation. Et vu que c'est construit avec les résidents, forcément, ça fait sens. Donc, voilà, les équipes soignantes aiment s'investir et voir qu'il y a des projets aussi qui les touchent eux, qui touchent les familles, qui touchent les résidents. Donc, c'est vrai qu'on essaye toujours de dégager du temps et de faire notre possible pour permettre de poursuivre ces projets-là. Voilà. Il y a le témoignage d'un autre établissement investi qui est la résidence Les Vergers à Sens de Bretagne qui Mhm. possède
également un potager, un verger, un Oui. poulailler et bien d'autres choses, je pense. Donc, Oui. c'est intéressant. Oui. Vous a Ça mis me dans le compte donne, rendu d'ailleurs. ça me donne l'occasion de passer la parole à Monsieur Denise de l'association Biodivers Santé. Monsieur Denise, est-ce que vous pouvez prendre la parole pour présenter le trophée Hippocrate qui a été évoqué par Anne Vidy un petit peu en introduction? Ah, Monsieur Denise n'est peut-être plus là. Donc, trophée Hippocrate, qui est un trophée sur l'intégration de la nature et la biodiversité dans les établissements, que ce soit en extérieur de l'établissement ou en intérieur. C'est un trophée qui a été lancé cet été pour l'année 2024, en tout cas, avec une consonance bretonne, puisque l'ARS a souhaité lancer un trophée breton. Donc, il y avait une douzaine d'établissements qui ont répondu en Bretagne sur 60 en France. Donc une bonne participation bretonne et je crois que la résidence Les Vergers, sans spoiler un petit peu les résultats du trophée, a été récompensée. Une cérémonie de récompense et de présentation aura lieu mardi prochain à l'EHESP à Rennes. Anne a mis le lien de ce trophée, donc n'hésitez pas à vous inscrire parce qu'il y a bien d'autres présentations intéressantes qui seront effectuées lors de cette journée. Je ne vois pas d'autres questions à Madame Le Talboudec. Et dans ces cas-là, je vais aller... Non, je regarde. Non, ça a l'air d'être bon. Je regarde. Conclusion de cette réunion. Merci en tout cas aux trois intervenants, Jordi Stéphan, Blandine Melouette et Camille Le Talboudec, pour vos présentations qui ont été extrêmement intéressantes. En conclusion, ce qui était important, c'est qu'on souhaite continuer à avancer sur ce sujet par la création d'un groupe de travail nature et santé dans lequel on a bien distingué deux thématiques. C'est l'introduction de la nature dans les établissements sanitaires et médico-sociaux, voire même pour les cabinets libéraux, et travailler sur la prescription nature. Donc, on a calé des réunions. L'objectif, c'est qu'il y ait une première réunion en présentiel pour chacune de ces deux thématiques. Et l'objectif de la première réunion, c'est vraiment de construire une feuille de route sur ces deux sujets. Donc, vous voyez les dates qui vous sont proposées. Donc, 7 mars en présentiel, 6 juin en présentiel, 12 septembre en visio, 14 novembre en visio. Et on souhaiterait avoir une visio en fin d'année qui permettra de présenter l'avancée des travaux sur chacune des deux thématiques. Donc, les cibles de ce groupe de travail, ce sont bien les établissements, qu'ils soient sanitaires ou médico-sociaux, mais également les professionnels de santé libéraux. Pour pouvoir avancer sur le sujet, on va envoyer un questionnaire d'évaluation sur ce webinaire d'aujourd'hui, mais dans lequel vous allez pouvoir aussi également indiquer les actions que vous avez déjà menées ou que vous souhaitez mener d'ailleurs, et également votre souhait de participer au groupe de travail. Donc ça va aller assez vite, je pense qu'on va l'envoyer très rapidement aujourd'hui ou en tout début de semaine prochaine, et vous pourrez donc vous inclure dans ces groupes de travail. Et les patients non associés au GT, rien n'empêche, je pense, à ce que les patients soient également intégrés. Après, on est vraiment dans l'idée d'avoir un groupe qui puisse aussi nous permettre de travailler. Donc, merci à tous. Hervé et Marie, merci à tous les deux aussi pour avoir co-construit ce webinaire, pour avoir géré le temps, mais je crois que nos intervenants ont été extrêmement respectueux du temps qu'on leur a demandé. Donc Hervé, ta mission a été, somme toute, assez facile. Légère. Merci à Marie Merci. et ceux qui ont contribué au compte-rendu également. S'il n'y a pas d'autres questions, je renouvelle mes remerciements à Monsieur Stéphane, Madame Melouette et Madame Le Talboudec. On aura la diffusion
de l'enregistrement qui sera envoyé. Sur les diapos, on vérifiera la possibilité de diffuser les diaporamas également. On vous fera savoir. Merci à tous pour votre participation. Bon appétit, je crois que c'est l'heure. Et puis à très bientôt au sein des groupes de travail. Et merci pour ton animation, Frédéric. Merci. Merci à tous. À Merci bientôt. beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Bon, bah,